de vous accueillir. Marine Andrès, qui est la patiente experte du Bas-Rhin, nous accompagne sur ce webinaire. Donc, je me tourne juste vers elle pour savoir si le nombre de connexions est parfait. Très bien. Bonsoir à tous. Donc, nouveau webinaire d'Alsacep, auquel nous espérons que vous serez nombreux à participer, avec un programme qu'on a choisi de construire en fonction des questions que vous vous posez, donc que vous nous posez. Donc, 3 thématiques essentielles pour ce soir. La première thématique, c'est tout ce qui est thérapeutique. On sait à quel point c'est important pour vous d'être au courant de l'actualité thérapeutique, et le professeur Jérôme Desèze vous fera un point, comme il a l'habitude de le faire, avec beaucoup de précision sur les nouveautés actuelles. Dans un second temps, on a choisi de vous parler de la poussée, parce que c'est une thématique récurrente, c'est quelque chose de très inquiétant, voire angoissant pour vous, d'être capable de faire le diagnostic, de reconnaître la poussée, de pouvoir en parler avec votre neurologue. On essaiera de vous donner quelques clés avec Madame Desèze, infirmière coordinatrice pour le Bas-Rhin du réseau Alsacep, pour vous aider à mieux comprendre et mieux réagir face à des symptômes neurologiques qui peuvent évoquer une poussée. Et enfin, dans un troisième temps, on aura la joie d'accueillir Solange Perrin, qui est médecin rééducateur à Mulhouse et qui vous parlera des troubles vésico-sphinctériens. Elle vous expliquera exactement ce que c'est. C'est quelque chose dont on ne pense pas toujours que c'est relié à la CEP, or c'est bien le cas, et environ 2/3 des personnes atteintes de sclérose en plaques ont des troubles vésico-sphinctériens et ne savent pas toujours quoi faire, hésitent souvent à en parler. Donc on aura un point assez précis avec le docteur Perrin. Avant de commencer ce webinaire, je voulais juste dire que vous pouvez poser des questions. Nous y répondrons tout à la fin. Vous avez tout en bas de votre écran différents petits pictogrammes. Le second petit pictogramme s'intitule « Questions-réponses ». Il vous suffit de cliquer dessus et d'écrire, de taper votre question. Nous notons toutes les questions et nous y répondons en fin du webinaire. Voilà, je laisse la parole sans plus attendre au professeur Desèze et je vous remercie à tous de vous être connectés pour nous écouter. Merci beaucoup, Dr Lanotte. Merci à notre présidente du réseau Alsacep. Et donc, je vais vous parler un petit peu des actualités, notamment thérapeutiques. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? Non? Partager. Oui, c'est bon. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers mois et je suis remonté un petit peu plus loin jusqu'à 1 ou 2 ans, notamment dans les aspects thérapeutiques. La principale nouveauté, vous savez qu'on traite de plus en plus tôt la sclérose en plaques, souvent après la première poussée. Et cette stratégie de traiter dès la première poussée avait été documentée par des études qui avaient été effectuées dans les années 2000-2005, après la première poussée, qui avait montré que si vous traitez dès la première poussée, le risque d'évolution de la maladie à moyen et long terme était quand même diminué, ralenti. Mais on est parfois confronté à une nouvelle problématique qui est ce qu'on appelle le syndrome radiologique isolé. C'est quoi le syndrome radiologique isolé? C'est des gens qui ont mal à la tête, qui ont un accident de voiture, qui ont tout un tas de raisons de faire une IRM, mais pas un symptôme de sclérose en plaques, et chez lesquels on trouve des lésions de sclérose en plaques. Et donc, ça fait maintenant quelques années qu'on a de plus en plus de cas, puisque les IRM sont de plus en plus accessibles et qu'on fait de plus en plus d'IRM finalement pour des choses qui ne sont pas forcément des suspicions de sclérose en plaques. Et donc, on tombe sur des lésions de sclérose en plaques. Et la question qui se posait jusqu'à maintenant, c'était de savoir si ces gens chez qui on découvrait des scléroses en plaques sans symptômes, il fallait leur proposer un traitement. Et donc, il y a eu 2 études qui sont sorties coup sur coup, l'une à la fin d'année 2022 et la deuxième récemment, là, au mois d'avril, sur ce syndrome radiologique isolé. Qu'est-ce qu'on a fait dans ces études? On a proposé à des patients chez qui on avait découvert des plaques de sclérose en plaques à l'IRM alors qu'ils se plaignaient simplement de maux de tête ou de problèmes qui n'avaient rien à voir. On leur a proposé de participer à une étude où la moitié prenait un traitement et l'autre moitié prenait ce qu'on appelle un placebo.
La première étude, elle s'appelle l'étude Arise. Elle a été présentée au Congrès européen de sclérose en plaques au mois d'octobre dernier, à Amsterdam. Et je vais aller tout de suite aux résultats. Il y avait deux groupes, un groupe de 44 patients traités par Tecfidera, qui est un des traitements de la sclérose en plaques, et un groupe de 43 patients qui étaient traités par un placebo. Et vous voyez sur ces courbes, en gris plein, vous avez ici les gens qui sont traités sous placebo. Donc, au bout de 2 ans, eh bien, près de plus de 30% des patients avaient fait une rechute, alors que lorsqu'ils étaient traités par Tecfidera, moins de 10% avaient fait une rechute. Et cette différence était très nettement significative en faveur du groupe traité par le Tecfidera. Et donc, il y a 3 semaines, le même type d'étude a été présenté, c'est l'étude TERIS, qui a été faite en Europe et en Turquie, qui a été coordonnée par le docteur Lebrun-Freinet à Nice, donc qui est donc une étude au départ essentiellement française, mais après européenne. Et vous voyez ici les mêmes courbes, donc en jaune, les patients qui ont été traités par teriflunomide, par Aubagio, et en gris, les patients qui ont été traités par placebo. Et donc, dans la première étude, ça diminuait d'à peu près 80% le risque de rechute. Là, c'est seulement 63%, mais très nettement significatif également, donc en faveur du groupe traité par Aubagio dès le syndrome radiologique isolé. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché pour ces traitements dès la première poussée, parce que bien sûr, c'est tout nouveau, mais on voit la tendance quand même dans le traitement en général de la sclérose en plaques de traiter de plus en plus tôt, voire même avant que la sclérose en plaques soit déclarée. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu la tendance qui va vraiment vers un contrôle le plus précoce possible de la maladie. Je voulais aussi vous présenter un certain nombre de données qui vont vers l'amélioration du confort des patients avec les traitements existants. J'en ai déjà parlé lors de précédentes présentations, soit aux journées que nous avons fait au mois d'octobre, soit l'année dernière dans le précédent webinaire, mais je voulais quand même de nouveau insister sur cette amélioration du confort parce que même si on va sur un traitement de plus en plus précoce, on veut aussi que votre qualité de vie, que la qualité de vie des patients ne soit pas trop impactée par nos médicaments. Et donc, c'est vers cela que va cette amélioration du confort. Donc, par exemple, le Tysabri, il y a une étude qui a montré que le Tysabri était aussi efficace si on le prenait toutes les 6 semaines que toutes les 4 semaines. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de faire 13 perfusions sur une année, vous n'allez plus en faire que 10. Ça fait quand même 3 passages de moins à l'hôpital de jour. C'est quand même important dans la vie professionnelle, familiale. Il a été aussi développé maintenant depuis un peu plus d'1 an, le Tysabri sous-cutané qui fait gagner du temps puisque quand on fait les injections, elles ne durent qu'un quart d'heure environ au lieu d'1 heure pour la perfusion. Et donc, le temps de passage à l'hôpital de jour est beaucoup plus bref. Donc, vous voyez, ces deux le traitement par Tysabri, il est connu depuis plus de 15 ans, mais ces 2 améliorations de la qualité de vie des patients sous Tysabri qui peuvent être proposées, bien sûr, au choix du patient. Il y a certains patients qui préfèrent rester en perfusion toutes les 4 semaines, on respecte tout à fait, mais c'est quand même une proposition qui est faite dans l'objectif d'une amélioration de votre qualité de vie sous Tysabri. Deuxième amélioration de la qualité de vie, on avait l'Ocrevus qui est fait en perfusion tous les 6 mois, mais qui oblige à venir à l'hôpital. Déjà, on a réduit le temps de perfusion qui était au départ de 4 à 5 heures, qui n'est maintenant plus que 2 heures et demie, si les patients, bien sûr, au bout d'1 an, n'ont pas de réaction à la perfusion. Et puis, depuis septembre 2020, donc ça fait quand même maintenant bientôt 3 ans, on a le Kesimpta qui se fait en injection sous-cutanée tous les mois, qui peut se faire à domicile avec les auto-injections. Donc, c'est le même type de produit que l'Ocrevus, mais qui peut donner de l'autonomie, notamment pour les personnes qui ne veulent pas venir à l'hôpital. Dernière amélioration sur des médicaments qui existaient déjà, c'est pour les gens qui étaient sous Tecfidera, on a la possibilité et qui ont des effets digestifs, ou même les nouveaux patients qu'on veut mettre sous Tecfidera, on leur propose plutôt le Vumerity, qui a montré une diminution de l'intolérance gastrique. Donc là, c'est la diminution du nombre de patients qui ont des intolérances et des jours d'intolérance digestive, avec une diminution de près de 50% quand même de ces inconforts gastriques. Donc, on a changé le traitement par Tecfidera chez certains patients qui ne le toléraient pas très bien sur le plan digestif, ou les nouveaux patients que l'on initie avec ce type de traitement, on va plutôt proposer le Vumerity que le Tecfidera,
puisqu'il y a moins d'effets digestifs avec ce produit qui est un Tecfidera amélioré, on va dire. C'est le diroxymel-fumarate. Le Tecfidera, c'était le diméthylfumarate. Donc, on a amélioré un petit peu la molécule pour qu'elle soit moins, sur le plan digestif, mieux tolérée. Et un autre traitement qui n'a pas été amélioré, mais qui est sorti maintenant depuis 1 an et demi en France, qui est un peu plus ancien dans d'autres pays, c'est le Mavinclat, qu'on utilise beaucoup maintenant en Alsace et sur Strasbourg parce qu'il nous paraît très intéressant, très confortable pour les patients. C'est un traitement qui se prend pendant 1 semaine le premier mois, de nouveau 1 semaine au bout de, vous voyez, semaine 5, de nouveau 1 semaine, et puis la même chose 1 mois plus tard, donc 2 prises à 5 semaines d'écart, pardon, et la même chose 1 an plus tard, 2 fois 1 prise, et après on fait simplement une observation clinique et radiologique. Alors normalement, ce traitement est réservé aux patients qui sont en échec d'un premier traitement, mais parfois on l'utilise aussi d'emblée, à discuter avec le centre expert de Strasbourg et votre neurologue, mais ça peut être intéressant de proposer ce traitement d'emblée dans certains cas où on ne veut pas avoir un traitement à prendre toute sa vie, où actuellement on le propose aussi parfois à des patients qui sont un peu plus âgés, vers 50, 55 ans, comme dernier traitement, en espérant qu'une fois qu'on aura fait ces 2 cycles à 2 années d'écart, eh bien on ne sera plus obligé de prendre un traitement en continu. Donc là aussi, on est vraiment dans la perspective d'amélioration de la qualité de vie des patients. Donc ça, c'est sur tous les traitements déjà existants. Mais bien sûr, on a aussi des nouvelles études thérapeutiques. On a des nouveaux traitements qui sont en essai thérapeutique, notamment au centre d'investigation clinique, qui est ici basé à Strasbourg. Mais les patients peuvent venir de toute l'Alsace, même parfois d'un petit peu plus loin. Et on a 3 molécules qui sont actuellement en cours d'évaluation dans ces nouveautés thérapeutiques. Les premières d'entre elles, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs des tyrosine kinases de Bruton. Il y en a 5 qui sont actuellement en développement. Là, je vous en ai mis 4. C'est des noms un peu barbares, hein. Evobrutinib, Phénébrutinib, Tolebrutinib, Remibrutinib. Donc, ils sont tous en tinib, vous voyez, c'est leur marque de fabrique, comme les MAB pour les anticorps monoclonaux, le natalizumab ou l'ocrelizumab. Donc là, on est dans la famille des NIB. Et en fait, ces médicaments ont l'intérêt, c'est des petites molécules qui sont par comprimés et ils ont l'avantage non seulement de bloquer la fabrication des anticorps, un peu comme les traitements comme l'ocrelizumab ou l'ofatumumab, le Kesimpta, mais ils ont aussi l'avantage de pouvoir pénétrer dans le cerveau. Et notamment, on a beaucoup d'espoir avec ces molécules pour les formes progressives de sclérose en plaques, où on a très peu de traitements actuellement. Hein, et on espère que ce traitement permettra de ralentir, voire de bloquer l'évolution des formes progressives. Donc, on a un certain nombre de ces essais, notamment avec le phénébrutinib et le tolebrutinib, qui sont en cours dans les formes progressives. Et on a une 50aine de patients qui participent à Strasbourg à ces essais. Bien sûr, pour l'instant, on n'est qu'en phase de test. On est ce qu'on appelle en phase 3. Donc, on aura les résultats d'ici 2 ans à 3 ans. Mais c'est assez prometteur. On aura même les résultats avant dans les formes par poussée avec l'evobrutinib, puisque l'étude se termine cet été. Donc, on aura probablement déjà un petit aperçu dans les formes rémittantes, dans les formes par poussée, d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment les molécules qui sont le plus avancées. Alors, ce n'est pas des molécules qui permettent de refabriquer la myéline, hein, attention, hein, c'est des molécules qui permettent surtout de ralentir l'évolution, mais dans les phases progressives, ça peut être très intéressant. Deuxième molécule dont j'avais déjà parlé dans des réunions précédentes, qui est en cours d'évaluation aussi, c'est le masitinib, dans les formes progressives, cette fois-ci, que dans les formes progressives. Vous voyez ici une étude qu'on appelle de phase 2, donc c'est-à-dire une étude un peu préliminaire, où on voit en gris, blanc, la progression sous placebo, en bleu, la progression sous traitement. Donc, il y a quand même une petite progression, mais qui est moindre sous traitement. Et on espère également, on aura les résultats aussi d'ici 2-3 ans avec ces études sur le masitinib, on espère que les études de phase 3, à plus grande échelle, permettront également de donner des résultats positifs. L'intérêt de ce traitement, c'est qu'il n'agit pas sur le système immunitaire, il agit sur des cellules qui s'appellent les mastocytes, qui sont des cellules qui jouent probablement un rôle dans la progression de la maladie, mais ces traitements ne bloquent pas le système immunitaire. Donc peut-être qu'à terme, on pourra utiliser ces traitements avec un traitement bloquant le système immunitaire pour avoir une double action, peut-être qui pourrait être potentiellement intéressante en cumulatif de 2 molécules, celle-ci plus par exemple l'ocrelizumab ou le Tysabri. Ici, c'est la diminution du risque de progression confirmée sous traitement par rapport au placebo. Vous voyez, dans un cas, c'est 42% de diminution de la progression et dans l'autre, 37%. Troisième molécule qui est un petit peu plus, pour l'instant, expérimentale, puisque c'est un protocole de phase 2.
Donc, phase 2, ça veut dire qu'on est quand même encore dans la preuve du concept, mais c'est une molécule extrêmement prometteuse parce que vous voyez, elle agit sur une substance du cerveau qui s'appelle la microglie. La microglie, c'est une substance du cerveau qui a tendance à être impliquée dans les formes progressives de sclérose en plaques, mais pas seulement. Et donc, ces molécules ont été essayées dans d'autres pathologies comme le cancer, mais là, sont utilisées vraiment à visée immunitaire. Et on a déjà 2 patients qui ont été inclus dans cette étude dans les formes progressives de sclérose en plaques à Strasbourg. On a 2 patients supplémentaires qui vont bientôt participer, mais c'est aussi testé dans les formes à part poussée. C'est un traitement par comprimé qui est extrêmement prometteur, mais là, on n'aura pas de résultat avant 4 à 5 ans. Mais peut-être on pourrait espérer même avoir une récupération, une amélioration en jouant sur cette microglie de l'état clinique de nos patients. Et puis, je ne peux pas vous parler des nouveautés thérapeutiques sans vous parler de nouveau des greffes de cellules souches, même s'il n'y a pas réellement de nouveautés. En effet, ces greffes de cellules souches, on en parle maintenant depuis de très nombreuses années. Et là, de nouveau, j'en parle parce qu'il y a une confusion assez fréquente entre les autogreffes de moelle, c'est ce qu'on fait dans les leucémies, par exemple, dans les maladies du sang, les cancers du sang. Et là, bien sûr, ce qu'on fait, c'est une chimiothérapie avec une réintroduction des propres cellules du patient. Et ça marche très, très bien dans les formes par poussée sévères comme anti-inflammatoire, mais ça ne permet pas de refabriquer la myéline. Là, je voudrais vous parler des greffes de cellules souches mésenchymateuses, c'est-à-dire issues d'embryons congelés. Pour l'instant, ce n'est pas en France autorisé parce qu'on ne peut pas prélever les embryons congelés, même issus de fécondation in vitro ou de choses comme ça. Mais il y a des essais en Israël, aux États-Unis, au Canada, et on a déjà démontré que ces cellules souches embryonnaires pouvaient se différencier en cellules nerveuses et potentiellement avoir une action de refabriquer la myéline. Pour l'instant, on ne sait pas, on pense qu'il y a de façon assez certaine une action immunomodulatrice. Est-ce que cette action réparatrice est réelle? Pour l'instant, c'est un peu tôt. Les essais de phase 2 et 3 sont en cours. Ça fait un moment que je vous dis que c'est en cours et on n'a pas encore les résultats. On espère avoir les résultats dans le courant de l'année, voire en 2024. Mais on attend beaucoup aussi de ces injections de cellules souches qui se font soit par voie de ponction lombaire, soit par voie intraveineuse, mais qui sont très différentes finalement des autogreffes de moelle qui se pratiquent déjà, et pour lesquelles certains patients, malheureusement, vont en Russie ou en Israël. Mais ça peut se faire en France selon certaines conditions. Mais là, on est vraiment sur des cellules souches embryonnaires. C'est très différent des autogreffes de moelle. Par exemple, à Strasbourg, nous avons fait des autogreffes de moelle à 3 patients qui étaient un petit peu en dehors de toute possibilité thérapeutique, qui avaient essayé des traitements classiques et qui ont été donc pour lesquels on a testé ces cellules souches, ces autogreffes de moelle. Donc, on a fait une chimiothérapie et injecté les propres cellules du patient, mais en espérant que ça reparte dans le droit chemin au niveau immunitaire. Donc, à suivre pour ces cellules souches embryonnaires, mais il y a bien sûr un espoir intéressant par rapport à cette thérapeutique. Alors, juste pour terminer, je voulais vous parler de nouveautés au niveau des génériques et des biosimilaires. Parce que l'année 2023 et les années suivantes, depuis 2022, en fait, ont été assez riches dans ce domaine. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut à peu près 10 ans entre la commercialisation d'une molécule et l'arrivée d'un générique. Et les premières molécules par voie orale sont arrivées dans les années 2010, 2012, 2013 dans la sclérose en plaques. Et donc, nous arrivons maintenant 10 ans plus tard à l'avènement des génériques et des biosimilaires. C'est quoi la différence entre des génériques et des biosimilaires? Les génériques, c'est les médicaments par comprimé. Donc ça, vous connaissez bien quand vous allez chez votre pharmacien. Au lieu de vous donner le Doliprane, on vous donne le paracétamol. Ou au lieu de vous donner l'Augmentin, on vous donne l'équivalent en antibiotique. Donc c'est maintenant bien connu dans certains traitements, mais dans la sclérose en plaques, ça n'existait pas. Et donc, en 2022 est sorti le générique du Gilenya qui s'appelle le Fingolimod. Puis très récemment est sorti le générique du Tecfidera qui s'appelle le diméthylfumarate. Et d'ici la fin de l'année, début d'année 2024, va sortir l'Aubagio qui sera le teriflunomide. Ça, c'est pour les génériques, c'est les médicaments par comprimé. Mais pour les traitements injectables, eh bien, le Tysabri, qui est maintenant connu depuis 15 ans,
il existe un biosimilaire qui va sortir également en fin d'année 2023, début d'année 2024. C'est pour ça que je vous en parle, qui s'appelle le natalizumab. Donc, c'est son nom de marque. La différence, c'est que pour les biosimilaires, le plan de développement est un peu plus complexe puisqu'il faut faire vraiment une étude clinique, alors qu'avec les génériques, il suffit de montrer qu'il y a une équivalence biochimique en faisant de la chimie, mais il n'y a pas besoin de faire une étude avec les génériques. Donc, les biosimilaires, on est un peu plus, on va dire, formel sur l'efficacité, puisqu'il y a vraiment une étude clinique qui a été faite où on a pris des patients traités par Tysabri et la moitié ont continué le Tysabri, l'autre moitié ont été mis sous natalizumab et on a vu qu'il n'y avait pas de différence d'efficacité. Alors, je vous ai mis ici les génériques qui sortent ou qui vont sortir. Un certain nombre de patients étaient un peu réticents au Gilenya, donc on leur a proposé parfois l'alternative du Ponvory, qui est de la même classe thérapeutique et qui en plus est à peu près au même prix que le générique du Gilenya, le Fingolimod. Mais un certain nombre de mes patients ont aussi choisi de continuer avec le générique du Gilenya. En revanche, on ne peut plus, sauf allergie, proposer le Gilenya en tant que molécule princeps. Pour le Tecfidera, je vous ai montré tout à l'heure l'intérêt éventuel du Vumerity, notamment pour les troubles digestifs. Donc, c'est vrai que maintenant, on propose plutôt le Vumerity, mais un certain nombre de patients qui étaient sous Tecfidera sont maintenant sous diméthylfumarate. Si ça se passe bien, on veut continuer. Si ça ne se passe pas bien, on peut proposer le Vumerity. En revanche, on aura l'Obadgio fin 2023. Là, on n'aura pas d'alternative thérapeutique. On sera obligé de tester le générique qui s'appellera teriflunomide, mais rassurez-vous, si jamais vous ne le supportez pas, si ça ne se passe pas bien, on a quand même une procédure qui permet de dire que vous êtes allergique, entre guillemets, au générique de l'Obadgio. Pour les biosimilaires, on utilise hors AMM dans les formes progressives, donc hors mise sur le marché, le rituximab pour les formes progressives de sclérose en plaques. Donc, un certain nombre d'entre vous reçoivent le rituximab ou plutôt même le truximab qui est son biosimilaire. Donc, on connaît ces biosimilaires et on n'a pas de raison de penser que c'est moins efficace que le rituximab depuis 2019. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, fin 2023, nous allons avoir le biosimilaire du Tysabri qui s'appelle le natalizumab. L'alternative étant éventuellement de vous proposer le Tysabri sous-cutané toutes les 4 semaines en remplacement du natalizumab si jamais vous ne supportez pas bien le biosimilaire du Tysabri. Mais là aussi, si jamais vous ne le supportez pas bien, on aura la possibilité d'obtenir le Tysabri en disant que vous êtes, entre guillemets, de nouveau allergique. Donc, je vous ai fait cette petite mise au point sur les génériques et les biosimilaires parce que vous voyez que ça s'accélère. Là, en 2 ans, on a 4 produits qui rentrent dans cette ère des biosimilaires et des génériques. Il ne faut pas avoir de défiance, même si je peux tout à fait me mettre à votre place et comprendre une certaine inquiétude par rapport à un changement de traitement qui n'est pas vraiment un changement de traitement. Hein, mais je tenais à vous informer parce que quand on est informé, on est déjà plus détendu, on sait que vous n'êtes pas seul dans cette affaire et qu'on surveille et que si jamais ça ne se passe pas bien, j'ai quelques patients qui ont eu des effets d'intolérance digestive avec le générique du Gilenya, soit on a proposé le Ponvory, soit on a dit que vous étiez allergique au Gilenya. Donc, il y a toujours des possibilités. Ne paniquez pas. On peut toujours s'en sortir au cas par cas, mais ça demande quand même un passage par ce générique ou ce biosimilaire. En conclusion de ce que je vous ai dit tout au long de cette première partie, c'est qu'il y a de nombreux traitements pour l'inflammation avec une amélioration très claire du confort de nos patients avec l'arrivée de ces nouvelles molécules. On a un très bon contrôle dans la majorité des cas des poussées et de l'activité inflammatoire de la maladie. Vous voyez aussi qu'on traite de plus en plus précocement. Je vous ai donné l'exemple de ce syndrome radiologique isolé, de la découverte au niveau de l'IRM cérébral, par hasard un petit peu d'une sclérose en plaques. Mais on aurait pu également prendre l'exemple des enfants que j'avais déjà traité précédemment dans d'autres séminaires et où là aussi il y a eu beaucoup de progrès, des études qui montrent que le traitement est très efficace chez les adolescents, les enfants, lorsqu'ils ont une sclérose en plaques jeune. Il manque actuellement clairement des médicaments pour refabriquer de la myéline, ce qu'on appelle la remyélisation, refabriquer la gaine de vos nerfs. Et là, on cherche, mais malheureusement, on est encore à la phase totalement préliminaire. Et aussi des traitements pour les formes progressives qui existent, mais qui sont vraiment au tout début. Et vous avez vu qu'on a un certain nombre de protocoles qui sont en cours et on espère bien pouvoir vous montrer au fur et à mesure des années qui viennent des résultats positifs sur ces formes progressives qui restent quand même encore malheureusement le parent pauvre, que ce soit les formes progressives d'emblée ou les formes secondairement progressives, malheureusement un petit peu le parent pauvre de la prise en charge de nos patients sclérosants.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas sur cette partie thérapeutique à poser vos questions dans le chat. On les reprendra à la fin. Et sans plus tarder, je passe la parole au docteur Lanotte et à Béatrice pour la partie poussée de notre séminaire. Est-ce qu'elle voit ? Merci beaucoup, professeur de Sèze, pour ces éclaircissements sur les nouveautés thérapeutiques. On va passer à un sujet qui va peut-être être un petit peu moins dense, mais tout aussi important. Donc, on a choisi donc de vous parler de la poussée. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui vous préoccupe beaucoup. Vous nous posez très souvent des questions sur la poussée parce que vous ne savez pas comment la reconnaître, parce que ça vous inquiète et c'est bien légitime. C'est d'autant plus légitime que la majorité d'entre vous a une sclérose en plaques de forme RR. R comme récurrente et deuxième R comme rémitante. Récurrente, ça veut dire que les symptômes neurologiques reviennent, et rémitante, ça veut dire que les symptômes neurologiques régressent. Et donc, c'est le principe même de la poussée. La maladie est émaillée de poussées, donc de manifestations neurologiques qui s'installent puis qui disparaissent. Donc, comment reconnaître ces poussées ? Donc, c'est certain que les traitements dont on dispose actuellement évitent la grande majorité des poussées. Donc, les personnes qui ont un diagnostic de sclérose en plaques qui est fait actuellement ont moins de risques de faire des poussées que des personnes qui ont eu un diagnostic il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Néanmoins, des poussées peuvent toujours survenir et c'est quand même important de pouvoir les reconnaître. Donc, on a choisi de vous faire 4 petites situations cliniques différentes avec Béatrice de Sèze, qui est infirmière pour le Bas-Rhin, sous forme d'échanges patient-médecin ou patient-infirmière coordinatrice. Donc, le premier concerne la poussée. Est-ce que j'ai une poussée ? Bonjour, docteur Lanotte. Je vous appelle parce que je suis vraiment inquiète. En fait, je vous explique, j'ai une sensation assez anormale là, au niveau de la main droite depuis samedi matin. En fait, comme si je portais des gants, je ne sais pas, je ne sens pas comme d'habitude et en plus, je suis hyper fatiguée. Vous pensez que c'est une poussée ? Alors, voilà ce que vient de me dire la patiente. Donc déjà, je peux lui dire bonjour, bonjour madame. Nous allons faire le point. Est-ce que ce sont de nouveaux signes neurologiques que vous avez ? Oui, effectivement, c'est quelque chose que je n'avais jamais eu. C'est pour ça que ça m'inquiète et que je vous appelle. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que des signes neurologiques que vous avez déjà présentés ne sont pas nécessairement une poussée. La seconde question, c'est en combien de temps se sont installés ces symptômes ? Eh bien, là, on est lundi. Ouais, samedi, c'est apparu. Enfin, ça a commencé en me levant. C'était un peu bizarre. Et puis, au fur et à mesure de la journée, ça m'embêtait de plus en plus. Et puis là, c'est vraiment constant. Alors voilà un second point qui est aussi important à noter. Les symptômes de poussée s'installent exceptionnellement brutalement. Les symptômes neurologiques qui s'installent de manière brutale correspondent plus souvent à un AVC. Exceptionnellement, dans la sclérose en plaques, ces symptômes peuvent être brutaux. Et dans ce cas-là, il faut réagir assez rapidement. Mais dans une poussée de sclérose en plaques, classiquement, les symptômes s'installent sur quelques heures, voire sur quelques jours. Dernière question, vous m'avez dit que vos symptômes s'étaient installés depuis plusieurs jours. Oui, c'est ça, depuis 2 jours. Alors, une poussée de sclérose en plaques, c'est effectivement des symptômes neurologiques qui perdurent. Ce ne sont pas des symptômes qui durent 1 heure ou une demi-heure, ni même une demi-journée. Si on schématise la poussée par cette courbe rouge, on voit une installation des symptômes en quelques heures ou quelques jours. Je vous parle de la suite d'après. Ce que je voulais vous présenter, c'est un petit peu ce qu'était une poussée. Donc là, vous reconnaissez un petit bonhomme avec son cerveau, sa moelle épinière, puis un nerf et le muscle qui est effecteur d'un mouvement. La poussée de sclérose en plaques se situe au niveau du cerveau ou de la moelle. Dans le cas de la sclérose en plaques, les nerfs et les muscles ne sont pas affectés. Ce qui est important, c'est que dans le système nerveux central, la conduction nerveuse, la conduction du message qui va du cerveau vers le muscle, se fait de manière extrêmement rapide et fait des petits sauts comme ça autour de la gaine de myéline qui est représentée en gris sur le schéma.
Dans le cadre d'une poussée, cette conduction dite saltatoire ne se fait plus correctement parce que la gaine de myéline, que vous voyez sur l'illustration, est en quelque sorte détériorée par l'inflammation. Et cette gaine de myéline ne pouvant plus être, n'étant plus intègre, ne conduit plus l'influx nerveux normalement. L'influx nerveux est ralenti, finalement, n'arrive pas. La patiente que je viens d'avoir au téléphone avait des symptômes sensitifs qui correspondaient au fait que l'influx nerveux emmenait pas bien le message perçu par sa main jusqu'à son cerveau. Si je lui avais fait une IRM, j'aurais pu voir ces choses que vous connaissez, ces plaques blanches qu'on appelle de différentes manières, des lésions, des hypersignaux, des plaques de démyélinisation. En séquence flair, ce sont des termes que vous voyez sans doute souvent sur vos IRM. Et donc, lorsqu'on a une poussée, ça veut dire qu'on a au niveau du cerveau une plaque de démyélinisation. Elle n'est pas nécessairement très importante, mais c'est toujours lié. Cette plaque peut être au niveau du cerveau ou au niveau de la moelle épinière, comme je vous l'ai rappelé sur le petit schéma du dessus. Mais ce qui est important, c'est que la poussée, c'est un phénomène transitoire. Donc, l'organisme va faire en sorte que cette inflammation diminue, puis va essayer de cicatriser la myéline. Alors, comme le montre le schéma, la cicatrisation, c'est jamais à 100%. Donc, et puis, elle prend du temps, donc ça peut durer un certain temps. Je voulais juste revenir un petit peu sur les symptômes. Donc, la patiente tout à l'heure évoquait les troubles sensitifs. Si on fait un petit peu la ronde des symptômes qui sont présentés sur cette diapositive et qu'on part par la gauche, vous voyez qu'il peut y avoir des troubles visuels. Ça peut être souvent un flou visuel, ce qu'on appelle la névrite optique rétrobulbaire. Ça peut être une diplopie, c'est le fait de voir double. Mais très souvent, une fois sur deux, en tout cas en début de maladie, les symptômes présentés sont des troubles sensitifs. Alors ça peut être extrêmement varié, ça peut être des sensations bizarres, le fait de moins bien sentir, ça peut être au niveau des mains, au niveau des jambes, au niveau du tronc, au niveau du cou, c'est jamais sur tout l'organisme en même temps. Ce que vous nous dites aussi, c'est que vous avez fréquemment des troubles de l'équilibre qui peuvent être liés à des lésions à différents endroits dans le cerveau et dans la moelle, des troubles de la coordination et des difficultés à la marche. Bien sûr, on ne présente jamais tous ces symptômes simultanément. Et même au cours d'une vie, on n'a jamais tous les symptômes de la sclérose en plaques. Je vous les cite juste pour que vous puissiez reconnaître votre cas. On peut aussi avoir des troubles vésico-sphinctériens, et le docteur Perrin nous en parlera tout à l'heure. Des troubles génitosexuels, des troubles du tonus musculaire avec un bras qui est lourd, une jambe qui traîne, un pied qui ne se relève pas bien, des spasmes, des crampes. Attention, les spasmes et les crampes ne correspondent pas à une poussée. Enfin, on peut avoir des troubles de mémoire, de l'attention et de l'élocution qui correspondent rarement de manière isolée à une poussée. Et il en va de même de tous ces mots qui sont inscrits au-dessus de la tête du petit bonhomme. Les douleurs, l'anxiété, la fatigue et la dépression ne constituent pas de manière isolée une poussée. En revanche, très souvent, ces symptômes sont associés à la poussée. Tout à l'heure, la patiente disait qu'elle avait des troubles sensitifs au niveau de la main et que la fatigue était très importante. Donc, revenons maintenant à l'évolution de la poussée. Donc, elle s'installe en quelques jours et quelques heures. Et vous voyez, la récupération, elle, se fait le plus souvent en plusieurs mois. On dit généralement qu'au bout de 2 ans, la récupération se fait beaucoup moins bien. Donc, patience, si vous n'avez pas récupéré tout de suite d'une poussée, la récupération est toujours possible avec le temps. Je vous propose de passer à la deuxième situation. Allô, Madame de Sèze, je vous appelle parce que je suis vraiment inquiète. Vous savez, je fais de la danse régulièrement, vous savez, comme j'aime la danse. Et depuis que j'ai la maladie, à chaque fois que je fais de la danse, à chaque fois, j'ai une poussée qui revient. Vous savez, mon œil, je ne voyais pas bien, c'était flou. À chaque fois que je fais de la danse, j'ai de nouveau ce flou visuel qui revient. Vous savez, ça m'inquiète vraiment. Je pense que je fais une poussée à chaque fois que je fais de la danse. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ? Alors, Madame Lanotte, vous avez bien fait de m'appeler. Je vais vous expliquer quelque chose qui est important de savoir quand on a une sclérose en plaques. Très souvent, les patients, quand ils ont une augmentation de leur température, donc par exemple, quand vous faites du sport, quand vous avez de la fièvre, quand il fait très chaud, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite diapo qui va vous expliquer tout ça, eh ben, on va avoir un ralentissement de l'influx nerveux. C'est comme ça. Chez tout le monde, c'est physiologique. Quand il fait très chaud, quand on a de la température, quand on a une infection, quand on se met à transpirer parce qu'on fait du sport, ben c'est normal, la température corporelle augmente un petit peu. Et donc, du coup, le passage de l'influx nerveux dans vos nerfs va être ralenti. En temps normal, on remarque rien de particulier. Chez quelqu'un qui a eu une poussée de sclérose en plaques, il peut y avoir une récupération complète, c'est-à-dire que vous ne remarquez plus le symptôme a disparu, mais dans certaines conditions, et entre autres au moment de l'augmentation de la température, vous allez remarquer que le symptôme va revenir.
Alors, ce qui est vraiment important, c'est que vous disiez que vous avez déjà eu ce symptôme. Et ce phénomène, il s'appelle le phénomène d'Uthoff, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le docteur spécialisé en neuro-ophtalmo qui avait remarqué que, effectivement, des patients avaient des nouveaux symptômes, des névrites optiques qui se ravivaient quand il faisait très chaud. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le phénomène d'Uthoff. Donc, ne vous inquiétez pas. Et surtout, n'arrêtez pas le sport. C'est extrêmement important dans la sclérose en plaques de garder une activité physique régulière comme on peut et régulièrement. Vous le savez, donc du coup, vous gérez. C'est-à-dire que si vous avez bien chaud après le sport, vous pouvez par exemple vous rafraîchir assez rapidement et il y a plein de trucs et astuces. Par exemple, boire quelque chose de froid. Sans se faire mal au ventre, prendre une douche fraîche, baisser tout doucement la température et finir par un jet d'eau frais sur ses jambes. Quand on a de la fièvre, prendre du paracétamol pour pouvoir faire baisser sa température. Et puis, il y a aussi un phénomène que je vois sur cette diapo que j'ai oublié de dire, c'est que des fois, il y a aussi ça, lorsqu'il y a des fluctuations hormonales, les femmes disent que des fois, avant d'avoir leurs règles, il y a aussi des modifications de la température qui fait qu'il peut aussi y avoir un phénomène du TOF chez toutes les femmes, mais chez certaines femmes, donc on n'est pas surpris, c'est ce phénomène-là. Donc, pas d'inquiétude, ce n'est pas une nouvelle poussée, ce n'est pas une aggravation de votre sclérose en plaques. Par contre, effectivement, dans ces moments-là, il faut juste savoir que ce phénomène va être transitoire et qu'il ne faut surtout pas s'inquiéter et que ça va disparaître après. Mais le sport ne peut pas déclencher une poussée et le phénomène de TOF ne peut pas déclencher une poussée. Absolument pas. Absolument pas. Vous pouvez vraiment être rassuré et je vous encourage à continuer à vous faire plaisir et à faire du sport. Ce sera vraiment très bon pour vous. Merci beaucoup. Alors, nouvelle vignette clinique. Est-ce que la poussée est une urgence? C'est une question qu'on a souvent. Et pour ce faire, on a encore une petite scénette à vous présenter. Allô, Madame de 16? Alors, je vous appelle parce que je suis de nouveau très, très inquiète là. Depuis quelques jours, depuis 3 jours, j'ai des symptômes qui se sont installés progressivement. Je ne sens plus bien au bout des doigts de la main droite. J'ai vérifié, je n'ai pas d'infection, je n'ai pas de fièvre. C'est là, c'est présent en continu. Je suis tellement inquiète que je crois que je vais aller aux urgences. Mais j'ai préféré vous appeler avant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, vous avez très bien fait de m'appeler, Madame Lanotte. Alors, effectivement, vu ce que vous me décrivez, ce sont des nouveaux symptômes. Oui, c'est ça. Voilà. Puis ça fait plusieurs jours. Oui, ça fait 3 jours. D'accord. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'infection, qu'il n'y avait pas. Voilà. Donc, je pense effectivement que vous êtes en poussée. Mais aller aux urgences, ce n'est pas vraiment l'endroit où vous allez être bien prise en charge. La première fois, on y va parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive. Mais lorsqu'on a un diagnostic de sclérose en plaques, attendre aux urgences, vous allez attendre longtemps. Pourquoi? Parce qu'une poussée de sclérose en plaques, ce n'est pas une urgence vitale. Et que le lieu des urgences, c'est vraiment de traiter ce qui peut être vraiment très, très grave ou une douleur extrêmement importante qui fait qu'on a besoin d'être pris en charge très rapidement. Si vous allez aux urgences, le risque, c'est qu'ils vont décider que vous pouvez attendre très longtemps parce que ce n'est pas une urgence à prendre en charge rapidement. Et vu le monde qu'il y a actuellement dans les services d'urgence, effectivement, ça va être un endroit extrêmement angoissant pour vous. Vous n'aurez pas vos réponses forcément et il y a de fortes chances qu'on vous dise d'appeler votre neurologue. La meilleure chose à faire, si vous êtes sûr que vous êtes en poussée, c'est de contacter votre neurologue qui vous connaît. Et si jamais ça arrive un samedi, qu'il n'est pas joignable ou qu'il est absent, il y a la possibilité soit de me contacter moi lorsqu'il est absent, soit effectivement d'attendre le lundi matin, de pouvoir le contacter. Lui, il vous connaît très bien, il connaît les différentes poussées que vous avez eues, et puis il va pouvoir évaluer qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en charge cette poussée. Je suis rassurée, je vous remercie. Alors, il reste notre dernière vignette clinique. Nous avons parlé de la façon dont une poussée s'installe, quels sont les symptômes qu'on peut présenter, qu'est-ce qu'une poussée, qu'est-ce que le phénomène du TOF. Maintenant, il y a de nombreuses questions qui portent sur le traitement de la poussée. Bonjour, docteur Lanotte. Je vous appelle en fait parce que je me demande si je ne suis pas en poussée. Je vous explique. En fait, au niveau du mollet, là, c'est nouveau, je n'avais jamais ça. J'ai une sensation bizarre qui est apparue, comme si, vous savez, comme si il y avait une compression, comme si j'avais gardé des chaussettes, comme un étau autour du mollet, et pourtant, ça ne part pas. Donc moi, je pense que je suis en poussée. Il faut absolument que vous mettiez des corticoïdes. C'est important, parce que je pense que sinon, je ne vais pas bien récupérer. Alors, effectivement, vous savez qu'on peut traiter la poussée par des corticoïdes qui peuvent être des corticoïdes intraveineux ou des corticoïdes en comprimé. Ce traitement est optionnel.
la poussée, qu'on la traite ou qu'on ne la traite pas, va cicatriser et il y a une récupération neurologique qui va survenir de manière spontanée. L'avantage du traitement corticoïde, c'est d'accélérer la récupération. Dans certaines situations, les symptômes n'étant pas très invalidants, Madame de Sèze explique qu'elle a uniquement une compression au niveau du mollet. Si ce symptôme la gêne peu, on peut attendre la récupération spontanée sans vous proposer de traitement. Maintenant, si vous avez des symptômes gênants, quand on voit double, quand on ne voit pas d'un œil, quand on a des troubles sensitifs et qu'on doit se servir de son clavier, tout ça sont des symptômes qui peuvent être extrêmement gênants. On peut essayer de diminuer l'intensité de ces symptômes en proposant ce traitement. Mais attention, ça n'a pas d'intérêt de prendre des comprimés de corticoïdes comme ce que vous prenez quand vous avez une angine. C'est-à-dire que 60 ou 80 mg ne sont pas suffisants. Pour avoir une action vraiment efficace sur l'inflammation de la poussée au niveau du cerveau ou de la moelle, il faut des doses importantes, donc 1 gramme 3 fois par jour. Donc, vous êtes sûr, docteur, ce n'est pas obligatoire parce que, bon, d'un côté, ce n'est pas toujours facile de supporter, hein, parce que la dernière fois que j'ai eu perfusion, j'avais un goût métallique, j'ai pas pu dormir pendant plusieurs jours, j'avais l'impression que je tachycardais. Vous êtes vraiment sûr? Alors, l'important, c'est qu'on puisse en discuter et que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles on peut faire ou on peut refuser de faire un traitement par corticoïde. Mais ce qui est important, c'est que le seul véritable traitement préventif des poussées, c'est le traitement de fond que votre neurologue peut vous proposer. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention. On espère qu'on vous a éclairé sur la poussée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et nous pourrons y répondre à la fin de ce webinaire. J'en profite pour dire que si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous connecter sur Facebook. Vous avez dû recevoir une notification et vous pouvez nous suivre en direct. C'est parfois plus pratique que quand on n'a pas accès à son ordinateur. Je vais maintenant passer la parole au docteur Perrin. Hop. Je raccroche le téléphone. Oui. Bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de vous parler ce soir dans le cadre de ce webinaire des troubles vésico-sphinctériens associés à la sclérose en plaques. Le docteur Lanotte nous l'a dit tout de suite en introduction tout à l'heure. On est un peu mal avec ça parce qu'on le sait tous autant qu'on est, tous les médecins qui vous entourent, on est tous tout à fait au courant qu'il faut vous interroger régulièrement sur d'éventuelles difficultés urinaires. On le sait. Et pourtant, une enquête qui a été menée en 2021 sur l'initiative du professeur de Sèze et de l'équipe de l'Alsacep avec l'IURC aussi, a bel et bien montré que sur les 125 personnes qui ont répondu, il y en avait 79% qui avaient des troubles vésico-sphinctériens, mais que parmi elles, seulement un quart, même pas, ayant un trouble pourtant sévère, étaient suivis pour cela par un spécialiste, urologue ou médecin de médecine physique et de réadaptation. 73% ont évoqué qu'ils auraient aimé connaître plus tôt le lien possible entre leur trouble urinaire et la sclérose en plaques. 20% d'entre eux sollicitent de l'aide pour gérer leurs problèmes urinaires et même 35% d'entre eux pour ceux qui sont atteints du trouble le plus sévère. Alors, c'est c'est paradoxal, ça devrait se faire, on sait que ça doit se faire et ça ne se fait pas. Pourquoi? On a peut-être des éléments de réponse. Alors, il est établi, on le sait, que la CEP est pourvoyeuse de troubles vésico-sphinctériens, à peu près 70% en moyenne dans les grandes séries de patients des 20 ou 30 dernières années. Il y aura sûrement un changement dans ces statistiques dans les années qui viennent du fait des meilleurs traitements de la maladie. C'est vrai que les cohortes plus récentes vont plutôt dans une diminution un peu de ce pourcentage. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de corrélation avec l'âge, le sexe et la forme de sclérose en plaques. Ces troubles peuvent survenir dès le début, un patient sur 10 à peu près, mais ils sont rarement isolés. C'est rarement un trouble vésico-sphinctérien tout seul. L'apparition moyenne, la médiane, est à 6 ans. On sait que leur intensité n'a pas de rapport avec l'âge de la maladie, ni avec le nombre de lésions identifiées à l'IRM. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une fréquence très importante et une corrélation avec les troubles collatéraux, anorectaux, de transit et génitosexuels. Alors,
pour que pour cette consultation, finalement, on soit le plus possible en phase et que vous puissiez le plus possible nous aider, c'est bien de connaître un petit peu la situation normale pour pouvoir lancer l'alerte. Alors, c'est quoi? C'est 7 à 8 mictions par 24 heures, une miction par nuit pour 1,5 litre de boisson. Bien sûr, si on boit beaucoup plus, on aura un nombre mictionnel plus important. Les volumes doivent être corrects. Le volume moyen ne doit pas descendre au-dessous de 300. Les besoins doivent s'annoncer progressivement. Ça doit être vraiment quelque chose de progressif, on verra après. Et on doit pouvoir maîtriser son moment mictionnel. On doit pouvoir avoir en situation de vie quotidienne au moins 5 minutes devant soi. Et on doit pouvoir effectuer une miction de précaution, c'est-à-dire une miction d'anticipation, même pour un tout petit volume, en dessous de 300, avant une sortie, pour être tranquille pendant un certain laps de temps et sans besoin ressenti auparavant. Les mictions doivent être faciles à déclencher, sans nécessité de lecture des nouvelles ou des informations ou sans calcul mental, et continuent en un jet pas trop prolongé, on dit en général moins d'1 minute, avec une nette sensation de soulagement de ce besoin, sans fuite, juste avant et juste après et entre les mictions. Alors, comment c'est possible? Ce fonctionnement qui protège le rein et qui permet d'espacer les mictions et assure la continence est quand même surtout basé sur une bonne anatomie. Alors, les reins sécrètent l'urine qui s'écoule par les uretères jusqu'à la vessie. Et la vessie a 2 rôles. Tout d'abord, un rôle de stockage durant le remplissage. Ceci est possible car elle fonctionne avec ce qu'on appelle une faible pression, c'est-à-dire qu'elle se laisse dilater, distendre sans augmenter sa pression, ce qui évite les reflux vers les reins et ce qui assure aussi une sensation confortable avec un besoin progressif. En bas, elle est fermée par un renforcement au niveau des fibres lisses de ce muscle de la vessie, qui est le sphincter lisse, qui est doublé par un deuxième sphincter qui est le sphincter strié. C'est ce sphincter strié qui nous permet de retenir, c'est lui qui nous permet de faire par exemple le stop pipi. Alors, la miction, elle, se fait par passage de l'urine par l'urètre, qui est un petit canal court qui conduit au méa, après notre décision, et que après notre décision. Et elle s'enchaîne avec d'abord un relâchement des sphincters et ensuite une contraction de la vessie. Et cette coordination, qui est très importante, se fait de manière totalement inconsciente. Elle est basée sur le système neurovégétatif, le système autonome. On déclenche parce qu'on le veut, mais après, ça s'enchaîne sans qu'on maîtrise les étapes. Alors, on va parler un peu des besoins, parce que dans la sclérose en plaques, on n'en parle parfois pas assez. Donc, on est informé par ces fameux besoins. Ils se situent à des niveaux très variables d'une personne à l'autre. C'est nous qui les éduquons, en fait. Ça dépend de nos habitudes de vie, de la manière dont on s'est comporté un petit peu dans notre enfance, notre adolescence et à l'âge adulte avec nos contraintes professionnelles. Notre vessie s'adapte à nos exigences sociales. Normalement, le tout premier, qu'on appelle B1, il est presque pas remarquable. On l'oublie très facilement, on n'y prend pas garde. Il est entre 150 et 200-250 millilitres. Le second est le besoin confortable. C'est celui où, si on est en conversation avec sa copine au téléphone, on peut sans problème finir la conversation. On peut continuer à surveiller sa cuisson dans la cuisine. On peut continuer son activité, mais on se dit, tiens, bientôt, il va falloir que j'aille aux toilettes. On n'est pas obligé de retenir. C'est un besoin qui nous avertit. Le troisième est le besoin persistant. Il se rappelle à nous. Il est un peu plus insistant. Il dure. Il faut retenir, même pas très longtemps, mais il faut retenir pour qu'on arrive à le faire s'espacer un peu. Et il nous laisse peu de temps. On laisse la conversation téléphonique en plan et on coupe le courant sous la cuisson. Alors, la perception erronée des besoins peut survenir très précocement dans la sclérose en plaques et expliquer les premières difficultés, bien avant qu'on ait, on le verra plus loin, des choses vraiment qui se voient à l'urodynamique, des grosses perturbations. Et ça s'explique, on va le voir aussi assez bien par les lésions de la maladie. Si les sensations de remplissage initial et d'envie d'uriner apparaissent avec des seuils de remplissage plus faibles que la normale, on sera amené à uriner plus souvent la journée et la nuit. De ce fait, on aura tendance à boire moins. Mais ça, c'est pas du tout une bonne idée. Pourquoi? Parce que la concentration des urines est extrêmement importante aussi. La paroi vésicale est tapissée d'une petite membrane qui s'appelle l'urothélium, qui est extrêmement sensible. Cela va rentrer en ligne de compte dans les aspects thérapeutiques, car des urines trop concentrées vont majorer les troubles, quels qu'ils soient, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Alors tout ça, pourquoi dans la CEP? Parce que tout ce fonctionnement est contrôlé par notre système nerveux central.
Il assure la transmission des messages dans les deux sens. Donc, cette fameuse sensibilité, cette perception des besoins et la régulation de ce fameux système nerveux neurovégétatif. Alors, c'est bien le cortex qui va autoriser ou non la miction en se basant sur la perception qu'il a de ses besoins. Et on sait maintenant par des IRM qui ont été faites pour essayer de trouver les différents types de besoins, les différents rôles du cerveau, que c'est très, très complexe. Ensuite, tout va s'enchaîner de façon assez parfaite, mais la CEP, du fait de ces atteintes démyélinisantes, dont le docteur Lamotte vient de nous parler, va détériorer la qualité des messages. Alors, elle va la détériorer et avec des tableaux différents selon le niveau. En particulier, au niveau de la moelle épinière. En haut, la moelle épinière facilite la continence. En bas, elle va faciliter la miction. Donc, on comprend bien ces différences de tableaux cliniques selon le niveau et selon les lésions. Là, c'est bien la maladie qui est responsable, la maladie CEP. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Tout en bas, on a des petits nerfs qui vont de la moelle épinière vers les organes, la vessie, les sphincters. Ils ne sont pas concernés par la CEP, mais dans une situation qui se détériore depuis longtemps, avec une vessie très dilatée, avec des efforts de poussée, avec une statique périnéale qui s'abîme, un prolapsus, on aura une dégradation de la conduction de ces petits nerfs. Et on veut absolument éviter d'en arriver là. Alors, il y a aussi des particularités liées au sexe. Chez l'homme, l'urètre est plus long, les résistances prostatiques sont plus importantes, il y aura plus de rétention, moins de fuite, des soucis infectieux qui seront plus rares mais plus sévères. Chez la femme, l'urètre est court, le méa est un peu enfoui près des voies génitales, il y aura potentiellement des infections urinaires basses plus fréquentes et le plancher pelvien, à cause de cette fente urogénitale, est aussi plus exposé avec plus de risques d'incontinence d'effort. Alors, on va un peu aborder tous les symptômes. Donc, celui qui est le plus courant, c'est ce qu'on appelle le tableau irritatif. Il concerne 65% des patients. Les lésions vont entraîner une hyperexcitabilité vésicale. Alors, avant ça, ils peuvent aussi entraîner simplement une perturbation des besoins. Les besoins vont être trop fréquents. C'est vraiment la pollakiurie. On est largement au-delà de 8 et largement au-delà de 1 par nuit. Ils vont avoir un caractère impérieux, avec une sensation que le besoin est vraiment irrépressible et il y a des circonstances aggravantes. Par exemple, entendre de l'eau qui coule, rentrer chez soi, mettre la clé dans la porte, peuvent vraiment majorer cette impériosité. Il peut y avoir des fuites et si les fuites existent, on parlera d'urgenturie. Donc, c'est bien le tableau le plus fréquent. Et si les fuites ne surviennent pas, ce n'est pas forcément rassurant. Ce tableau irritatif, malheureusement, peut s'associer à un autre tableau qui est une dysurie par dyssynergie du sphincter. Je vous ai expliqué que lors de la miction, la vessie se contracte une fois que les sphincters se sont ouverts. Malheureusement, dans la sclérose en plaques et dans d'autres pathologies où la moelle épinière est touchée surtout, ces deux éléments ne fonctionnent plus de façon coordonnée. La miction tarde à démarrer, elle est interrompue, en saccade. Et durant les contractions de vessie qui peuvent être anormales, le sphincter peut tenir ou lâcher. On peut avoir des fuites possibles à tout moment. C'est très embêtant parce que sur un sphincter qui ferme, une vessie qui se contracte, ça fait des pressions qui grimpent dans la vessie avec une résistance à la sortie et un risque de souffrance des reins. Le troisième tableau, il est moins fréquent, c'est 25% des cas. C'est des lésions basses au niveau de la moelle sacrée qui vont entraîner cette hypoactivité de la vessie. Alors, c'est une vessie ballon de baudruche. Elle n'a plus de tonus, elle n'arrive plus à déclencher une bonne miction avec une bonne contraction. Le gros problème, c'est que comme elle ne se contracte plus, elle ne communique plus bien non plus du tout avec le sphincter, qui ne va pas forcément avoir une attitude sympa. Il peut lâcher comme il peut ne pas lâcher. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on n'a vraiment pas d'effet systématique de cette attitude du sphincter. On va faire des efforts de poussée. On ne va pas vider complètement. Il y aura un risque d'infection. Et surtout, aussi des risques de fuite sans besoin ressenti par regorgement. Au bout d'un moment, le sphincter finit quand même par lâcher et il y a des fuites. Alors, pour revenir un peu aux symptômes que vous évoquez lors des consultations, le premier, c'est l'incontinence en termes de fréquence. C'est un déséquilibre entre pression vésicale, pression abdominale et le col vésical, le sphincter et le plancher pelvien. Donc, c'est vrai que le plancher pelvien, le col et le sphincter ont perdu, ça ne suffit plus. Mais ça peut être aussi une question d'accès aux toilettes, de déshabillage. Et c'est souvent tardif
avant qu'il y ait cette incontinence, on a souvent eu d'autres signes et c'est vraiment important de retenir qu'il faut penser à les déclarer, des besoins différents, des besoins rapprochés, un espacement qui n'est plus le même, un déclenchement difficile. C'est autant de points d'alerte qui pourront nous permettre d'anticiper, de traiter avant d'en arriver à l'incontinence. L'autre symptôme qui est vraiment fréquent, c'est l'infection urinaire. Alors, l'infection urinaire concerne environ un patient sur 2 et plutôt 2 patientes sur 3 dans le cadre d'une sclérose en plaques. Alors, le souci de l'infection urinaire, c'est aussi les signes, c'est-à-dire que quand il y a vraiment des gros troubles sensitifs, on peut se retrouver avec des signes atypiques. Au lieu de la brûlure typique qu'on ressent lors de la miction d'une cystite classique, on va pouvoir avoir plutôt des douleurs abdominales, des douleurs pelviennes, une fréquence de miction accrue, des urgences plus importantes, une odeur, une couleur de l'urine qui est inhabituelle, une aggravation un peu inexpliquée de certains symptômes de la SEP et surtout de la spasticité, un manque de force aussi parfois un peu plus important et souvent une incontinence plus importante. Par contre, si on se retrouve avec une fièvre, des frissons, un phénomène du TOF comme le docteur Lanotte l'a expliqué avant, une altération de l'état général, des douleurs lombaires, mais vraiment des douleurs dans les flancs, hein, des douleurs postérieures au niveau du dos. Là, attention, on est dans des signes d'infection urinaire haute, de pyélonéphrite, et là, il faut absolument consulter et rapidement faire un prélèvement d'urine le plus vite possible. Chez l'homme, si tout ça s'associe à des douleurs prostatiques, à des douleurs intenses lors de la miction, on sera devant un risque d'infection de la glande prostatique. Alors, le problème dans la SEP, c'est que tous ces symptômes que je vous ai décrits peuvent varier dans le temps, se mettre en place successivement. Ils peuvent amener à des plaintes multiples, à des vécus déroutants. Au début, ils sont transitoires, puis deviennent permanents. On peut avoir une installation brutale lors d'une poussée et une régression presque complète ou pas. Il peut rester un petit quelque chose de cette poussée et on aura parfois du mal à le discerner. Il n'y a pas d'ordre établi d'apparition des symptômes. Ils peuvent être tous présents dans les différents types de maladies. Et ce qui est aussi important de retenir, c'est qu'on sait que le résidu n'est souvent pas perçu par le patient. Un patient sur 2 qui vient avec un résidu pour les bilans aérodynamiques, enfin, qui n'avait pas de perception de son résidu, on lui découvre un résidu lors du bilan. Donc, il est un peu tentant de mettre tout sur le dos de la SEP, mais ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des facteurs transitoires qui peuvent expliquer des modifications. Alors, un effort inhabituel, une longue marche à pied, un triathlon, un effort sportif, une prise ou une perte de poids brutale, des épines irritatives, une infection urinaire, des calculs de vessie, une lésion cutanée comme un ongle incarné ou des hémorroïdes, une constipation plus importante que d'habitude, certains médicaments aussi, car des principes actifs peuvent agir à la fois sur la vessie ou sur le sphincter, dans le sens de l'excitation ou dans le sens du blocage. Et aussi, classiquement, on a coutume de dire qu'en post-poussée, une situation un peu de rétention plus importante n'est pas tellement atypique, elle est assez fréquente. Après, il peut aussi y avoir des modifications durables, mais j'ai envie de dire un peu comme chez n'importe quelle personne, même non concernée par la SEP. Quand on prend de l'âge, on a plus d'urine sécrétée la nuit. On peut avoir des apnées du sommeil qui peuvent provoquer des réveils. Et quand on se réveille, eh ben, même si le besoin mictionnel n'était pas celui qui nous a réveillés, on va aux toilettes. Les grossesses, l'accouchement, la faiblesse périnéale, les prolapsus, les problèmes prostatiques, la ménopause et d'autres pathologies comme le diabète. Et surtout, la perte d'autonomie liée à la maladie qui peut faire que même si on n'avait pas d'autres atteintes qui expliquent l'aggravation symptomatique, le fait d'avoir une pollakiurie, d'avoir des urgences est beaucoup plus mal géré sans mettre plus de temps. Alors, pour bien vous traiter, il faut qu'on comprenne bien ce qui vous arrive. Donc, il faut un interrogatoire minutieux. Il faut préciser les symptômes et les quantifier. On utilisera des échelles adaptées à la maladie avec des questions sur les symptômes très précis et on vérifiera le retentissement que ça a sur votre qualité de vie par une échelle qui est souvent utilisée, c'est Calivine ou simplement une EVA. Ça peut être tout simple avec une EVA. On fera un bon examen clinique neurologique du périnée. Complet, avec la sensibilité, les réflexes, la commande volontaire et un examen gynécologique pour les femmes avec un examen de la statique pelvienne. On vérifiera qu'il n'y a pas de douleur aussi au niveau gynécologique, ça c'est très important. On va aussi examiner de façon très attentive la marge anale, demander des efforts de poussée, vérifier l'intégrité de la marge anale, qu'il n'y a pas de lésion, les contrôles neurologiques aussi bien sûr. Et puis, on fera quand même la plupart du temps aussi systématiquement une analyse d'urine pour rechercher une infection. On fait en général une bandelette tout de suite quand on voit les patients la première fois.
On va vous donner à faire du travail, un catalogue mictionnel. C'est sur 48 heures. Il faut noter tout ce qu'on boit, les volumes et le volume de d'émission. Donc, avec les conditions d'émission, le caractère anormal du besoin, les éventuelles fuites ou au contraire les temps allongés pour déclencher. C'est vraiment important de le faire scrupuleusement, même la nuit, car il est extrêmement instructif pour arriver après à confronter à ce qu'on va trouver dans le reste de l'examen, en particulier à l'urodynamique, et aussi vous traiter de façon adaptée. Alors, quand on a fait tout ça, on a 82% de sensibilité. Ça veut dire qu'on va savoir quel type de trouble vous avez. Mais on aura qu'une chance sur deux de tomber sur la réelle cause de ce qui vous arrive. Pour en avoir une idée plus précise, on commence par faire ce qu'on appelle une débimétrie. On vous installe sur une chaise avec un petit appareil en dessous qui capte le débit urinaire. Alors, c'est quoi? C'est la vitesse, la force et la qualité du jet. Et pour compléter ça, on va combiner avec un résidu par échographie portable. Là, je vous ai mis deux courbes. La première, c'est un jet à peu près normal en cloche, comme un dôme. Et à côté, vous avez plusieurs petits jets successifs qui montrent une dysurie. Donc, ça nous permet déjà d'avancer puisque là, on aura à peu près 70% de réussite du traitement. On a gagné 20 points. Mais pour avoir encore plus de chance, on va faire un examen que souvent vous n'aimez pas, qui est le bilan urodynamique. Il donne 85% de chances de réussite à la fois du diagnostic et du traitement. Alors, il fait peur. Et pourquoi? C'est parce qu'il faut se sonder. Alors, c'est indispensable, c'est sûr, mais il y a aussi le côté installation, le côté un peu technique qui effraie. Il ne faut pas hésiter à nous dire ce qui vous inquiète. En général, on vous rassure, on vous explique comment ça va se passer, ça se passe bien. Beaucoup de patients, après coup, me disent « mais c'était que cela, si j'avais su, je serais venue beaucoup plus vite ». Alors, il y a plusieurs étapes qu'on ne va pas détailler. On remplit progressivement. Le but, c'est de repérer le volume des différents besoins, ainsi que le volume maximal confortable toléré lors de l'examen. Ensuite, grâce à des capteurs qui sont situés sur la sonde qu'on va mettre en place, on s'assure du calme de la vessie pendant tout le remplissage. On vérifie que l'activité du sphincter est correcte. Il doit se renforcer un peu après le besoin normal et surtout si on demande une retenue. On le surveille avec des petites électrodes qu'on colle sur le périnée. Et puis, on va vous demander d'uriner sur table. Alors, c'est ça qui est un peu délicat parce que uriner sur table avec une sonde placée dans les voies urinaires et sur une position qui n'est pas quand même physiologique, ce n'est pas évident. Donc, on sait aussi que les conditions ne sont pas physiologiques. Donc, on ne va pas vous en vouloir si ça ne se passe pas de façon impeccable. On observe l'ouverture, le silence du sphincter, puis la contraction vésicale. On peut aussi vérifier la valeur du sphincter. On vérifie qu'il est capable de fermer correctement la vessie. Alors, on est arrivé à un diagnostic précis, on arrive à l'étape du traitement. Ça suffit dans la très grande majorité des situations. Néanmoins, il peut arriver, et c'est surtout le cas dans des situations qui ont été un peu mal gérées ou du fait d'autres pathologies qu'on redoute des complications. On va demander alors des examens plus invasifs. Je ne vous les énumère pas. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on ne fait pas ça tout seul dans son coin. On a dans la région, que ce soit dans le sud ou dans le nord de la région, des réunions de concertation pluridisciplinaire où on se réunit entre médecins concernés, donc les neurologues, les urologues, les néphrologues, les médecins de rééducation, et on aborde ces situations complexes et c'est là qu'on va décider si oui ou non ces examens sont nécessaires. Alors pourquoi? Parce que on l'a vu, le gros retentissement, c'est sur votre qualité de vie. Mais il y a quand même des complications uronéphrologiques. Alors c'est pareil, les statistiques, elles sont anciennes. C'est de l'observation sur des corps de patients qui remontent à 15-20 ans. C'était un patient sur 10 dans les 18 premières années de la maladie. L'insuffisance rénale est exceptionnelle. Le risque, il est surtout infectieux. C'est des infections urinaires basses, 30%, des pyélonéphrite, 8%, des prostatites à peu près autant, et des modifications de la vessie qui peuvent être quand même importantes, des vessies un peu avec des diverticules, avec des petites anomalies dans la paroi, 30%. Le reflux, l'hydronéphrose sont rares. Et pour ces situations-là, on a heureusement des recommandations de suivi qui ont été basées sur des grandes cohortes de patients et sur l'étude des facteurs de risque. Donc, on saura qui est surveillé de plus près, de façon plus rapprochée, et chez qui faire les examens un peu plus invasifs dont je vous ai parlé avant. Alors, le but de la prise en charge, c'est d'aboutir à un fonctionnement mieux équilibré pour une meilleure qualité de vie, d'éviter l'incontinence, d'espacer les mictions de façon à ce que ce soit compatible avec une vie quotidienne et une qualité de sommeil, d'avoir une miction confortable, de protéger les reins, d'éviter les infections par une vidange complète et de permettre le remplissage à basse pression de la vessie. Voilà. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on traite votre gène, on ne traite pas un bilan urodynamique.
Il y arrive souvent qu'on ressort du bilan aérodynamique, qui est un examen qui est quand même un examen qui est faussé parfois par les conditions de l'examen, c'est jamais du 100%, et qu'on traite de manière un peu arbitraire sans avoir tenu compte assez de vos symptômes et de votre gène. Alors, le premier traitement, c'est en première ligne. La première ligne, c'est pour le syndrome, ce dont on a parlé avant, d'excitation vésicale, le syndrome irritatif. Ce sont les règles et les conseils pratiques d'hygiène de vie. C'est s'habituer à aller aux toilettes régulièrement, guetter les besoins, uriner toutes les 2-3 heures, apprendre à différer en verrouillant le périnée. Et c'est là où la kinésithérapie, la physiothérapie a toute sa place. Même une toute petite commande peut être renforcée. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle le biofeedback, c'est-à-dire que la perception de la contraction n'est pas très bonne, mais si on a sur un écran d'ordinateur cette perception qui est vue et observée par une courbe qui va être améliorée, on améliore cette contraction. Ensuite, il y a le respect des règles hygiéno-diététiques. Il faut boire assez, mais pas trop, et régulièrement, avant 18 heures. Faciliter l'accès des toilettes, limiter les boissons excitantes, le thé, le café, stopper le tabac, qui est très, très mauvais. Il a un effet très négatif sur le tonus musculaire pelvien. Il a un effet anti-œstrogène. Il détériore la trophicité de la muqueuse de l'urètre et il favorise la toux. Traiter les troubles du transit, éviter les interactions médicamenteuses. Et si ça ne suffit pas, et de plus en plus souvent maintenant, d'emblée, en parallèle, on va proposer une électrostimulation tibiale postérieure. Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est un petit appareil qu'on loue et où on utilise des électrodes cutanées qu'on place derrière la malléole, sur le nerf tibial postérieur. C'est un nerf qui va faire remonter une excitation à proximité des centres sacrés dont on a parlé tout à l'heure et qui gère la contraction vésicale, ce qui va par effet inhibiteur provoquer une diminution des excitations sur la vessie. En fait, l'action est complexe. On peut réharmoniser le fonctionnement dans les deux sens. Ça, on s'en est rendu compte récemment. C'est que ça peut jouer aussi sur les troubles dysuriques. Et il y a aussi une action sur les problèmes de continence anorectale. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qui est bien, c'est que le traitement est remboursé intégralement. Il y a plusieurs types d'appareils maintenant. Et l'éducation peut se faire lors de la consultation, soit par des infirmières d'éducation, soit par même des infirmières en libéral qui ont été formées. Il est courant de contrôler qu'il n'y a pas de résidu qui se met en place au décours de la miction quand on stimule au bout d'une quinzaine de jours ou d'un mois. Et si on a un pacemaker, par contre, le traitement est contre-indiqué. En deuxième ligne de ces syndromes irritatifs figurent les anticholinergiques. Alors, il y en a tout un tas, Seris, Vésicaire, Toviaz, Ditropan, Driptan. Voilà, je vous les énumère. Ils sont théoriquement censés être spécifiques des récepteurs vésicaux à l'acétylcholine. Malheureusement, ce n'est pas complètement le cas. Donc, ils ont pas mal d'effets secondaires, la sécheresse de bouche, la constipation, les nausées. Ils peuvent avoir des petits effets délétères sur la cognition et ils sont contre-indiqués dans le glaucome. Alors, leurs effets secondaires font qu'ils sont souvent abandonnés et en plus, pour pas faire que ce soit pas encore plus compliqué, il y a un effet d'échappement. Donc, il faut parfois changer de molécule ou jongler avec 2 molécules. C'est quand même assez décevant. Les grandes séries de patients montrent des abandons qui vont de la moitié des patients à 4/5 des patients qui abandonnent ce traitement. Alors, il y a un tout nouveau traitement qui est le Betmiga, mirabegron, qui est d'une autre classe thérapeutique qui, lui, joue sur le système sympathique. Pour le moment, il est non remboursé. Il est contre-indiqué dans l'hypertension non contrôlée. Il y a une étude en comparaison avec un traitement anticholinergique de référence qui a été mené en 2020 qui donne des efficacités à peu près équivalentes aux anticholinergiques dans la CEP. Mais la révolution, et surtout ce qui a changé la vie, c'est les injections de toxines botuliques dans le détrusor. Alors, cette toxine, elle traite les rides, mais pas que, la spasticité aussi, et elle traite l'hyperactivité de vessie. Elle provient du Clostridium botulinum. Elle relâche le muscle lisse, elle le met au repos avec une possible rétention dans la suite. Le traitement doit être répété entre 6 et 9 mois d'écart. Le recul de traitement est de plus de 20 ans. Le taux de succès à plus de 90%. Et il y a des nouveautés, puisqu'avant, il fallait avoir une hyperactivité de vessie pour bénéficier de ce traitement. Maintenant, on peut le faire même si on a des symptômes d'hyperactivité sans que la vessie se contracte de manière anormale. Et là, on a encore sûrement des découvertes à faire par rapport au mode d'action de cette toxine, mais on sait qu'on peut l'utiliser dans les formes de syndrome irritatif modéré.
Donc, c'est là qu'on aura 2 cas de figure. S'il n'y avait pas de résidus, pas de sondage avant, il y a très peu de risque de rétention s'il y a de petites doses et vous ne serez pas forcément obligé d'apprendre et de réaliser l'autosondage. Par contre, si déjà avant il y avait un résidu, si vous aviez déjà un doute sur peut-être mettre en route le sondage, ou si les doses doivent être plus importantes parce qu'il y a bel et bien déjà une hyperactivité lors de l'urodynamique, là, il faudra un apprentissage de l'autosondage. Alors, je passe vite, hein, c'est réalisé par l'urologue sous anesthésie locale, sédation vigile, sous cystoscopie, en hôpital de jour, sauf risque particulier hémorragique. Donc, avec un petit cystoscope, il rentre et il pique 30 fois en quadrillage dans la vessie. On surveille que l'émission reprenne bien dans les jours qui suivent. On contrôle l'absence de résidus, hein, pour ceux qui ne se sondent pas. Et on fait souvent, quand on fait l'examen pour la première fois, le traitement pour la première fois, on fait souvent un bilan urodynamique. Alors, la dysurie, ça va aller plus vite, hein, malheureusement. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup moins de traitements. On peut essayer de relâcher le sphincter en donnant un traitement alpha-bloquant. C'est les médicaments ZIN, ce qu'on donnait pour la prostate, hein, le alfuzosin, tamsulosine, etc. Ils peuvent relâcher le sphincter lisse et le col de la vessie. Leur efficacité n'est pas très bonne, 40 à 50%, et leur tolérance assez limitée parce qu'ils peuvent donner des céphalées et de l'hypotension. Après, je vous ai dit, il peut y avoir cette neurostimulation tibiale postérieure. Elle peut aussi agir dans l'activité anormale du sphincter. On pense maintenant que ça vient du fait qu'elle diminue le renforcement du sphincter au cours du remplissage. Et les études sont encore en cours. Ça vaut le coup d'être essayé. Alors, si c'est la vessie, alors on peut aussi éventuellement faire de la toxine botulinique dans le sphincter. Ce n'est pas très facile à réaliser et surtout le risque qu'il y a, c'est de basculer dans l'autre extrême, c'est-à-dire de vous créer une incontinence. Si c'est la vessie qui ne se contracte pas, il n'y a pas de traitement médicamenteux, il n'y a pas de solution. Le seul remède, le seul et unique, c'est la vidange par sondage et la méthode privilégiée, c'est l'autosondage. Alors, il est presque magique, hein. Il vide la vessie, il limite les infections, il limite l'incontinence, il limite les complications sur le rein, il améliore la qualité de vie, mais on a quand même du mal à le faire accepter. Alors, les freins, c'est quoi? C'est la sensation de surhandicap, probablement, un frein psychologique lié à l'aspect intimité, la peur des infections, et ça, on verra que vraiment, il faut vraiment balayer ça. Les difficultés gestuelles d'installation, parfois la spasticité, et aussi les prises, hein, de la sonde en main, et parfois un peu aussi le frein cognitif, quand on a un peu du mal à mémoriser les consignes, à les ancrer, à les réaliser. Alors, il faut que le geste soit propre, mais pas aseptique. Donc, il faut vraiment un lavage des mains, un nettoyage du méa tout simple au savon et à l'eau. Ça suffit. Il faut qu'il soit simple et rapide pour pouvoir être fait 4 fois par jour sans créer une contrainte excessive. Il faut bien vider complètement sa vessie. Il faut que quand même, si on se sonde avec une poche, que la poche soit bien déclive, que l'urine ne soit pas au même niveau que la vessie sur le lit. Il faut retirer lentement la sonde de manière à ce que, quand on la retire, le sphincter ne spasme pas sur la sonde et ne garde pas un peu d'urine captive dans l'urètre. Il faut une éducation bien codifiée. La position doit être vraiment choisie par le patient pour qu'il soit à l'aise. Et nous, on préfère le faire au toucher parce qu'on trouve qu'il y a moins d'organisation à faire. Le miroir peut servir au début pour acquérir ses repères. Le matériel est important. Il y a d'énormes progrès qui ont été faits. Les infirmières d'éducation vous montreront tout ce qui existe. Il faut que vous le choisissiez pour vraiment qu'il vous convienne. Voilà, le suivi est indolore. Le geste est indolore. Le suivi, c'est vraiment gérer les colonisations. Il faut boire beaucoup, sonder plus souvent, s'assurer qu'on vide bien, traiter la constipation. S'il n'y a pas de signe d'infection, il n'y a pas d'infection. S'il y a un sondage intermittent, pas besoin d'analyse d'urine. S'il y a des signes, on fait une bandelette. Il faut prendre un traitement, mais pas de traitement minute, surtout pas de traitement qui entraîne de résistance, pas les sachets qu'on prend une fois. Voilà, s'il y a de la fièvre ou une pseudo-poussée, consultez rapidement. Le souci, c'est la prostatite avec possibilité effectivement de devoir arrêter les sondages pour l'homme, c'est embêtant. Alors vite, je vous parle encore de la neuromodulation S3. Donc le mode d'action est complexe, mais encore en partie un peu inconnu. C'est un peu le même principe que la neurostimulation qu'on a vu tout à l'heure, mais là, on implante l'électrode. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que jusqu'à présent, dans la sclérose en plaques, il était peu utilisé parce que les électrodes n'étaient pas IRM compatibles. Maintenant, elles le sont. Et donc, on peut aller à proximité de ces racines S3, la moduler par cette petite électrode qu'on va mettre en place,
en mini-invasif, en scopie. Et puis, on fera un test sur une 8aine de jours avec un petit boîtier extérieur. Si les symptômes régressent, alors ça peut être les symptômes d'hyperactivité, mais ça peut être aussi des symptômes de rétention et aussi surtout des troubles anorectaux. À ce moment-là, si le patient est répondeur, eh ben, on implantera un petit boîtier qui sera en haut de la fesse, sous-cutané, et que le patient pourra diriger avec un petit appareil de radiofréquence pour diriger les impulsions. Voilà, je voulais vous en parler parce que je pense qu'il va beaucoup se développer dans les années qui viennent du fait de cette électrode IRM compatible. Alors rapidement, quand on ne peut pas se sonder, c'est un peu le gros souci qu'on a. Il y a la possibilité de vous faire sonder par des soignants, mais c'est compliqué. On peut aboucher la vessie à la peau par des petits dispositifs, Mitrofanov, Monti. On peut même dériver la vessie complètement par une stomie, un peu comme une stomie de l'appareil digestif. Il faut retenir que la sonde à demeure est une très mauvaise solution, plutôt un cystocathéter et surtout dans une situation d'attente pour faire autre chose. Donc, tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est que l'éducation thérapeutique qu'on met en place, aussi au réseau, vous apporte toutes les réponses et toutes les solutions que vous pourriez développer vous-même pour améliorer votre situation et vous permettre aussi de mieux dialoguer avec nous sur ces troubles-là pour qu'on batte le record là, de l'enquête qui était quand même assez désastreuse en 2021. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Perrin. Donc, on a une question sur le sujet qui est peut-on faire un examen urologique, enfin auprès d'un urologue, pour vérifier l'état de la fonction de la vessie du sphincter et est-ce que cela existe en fait? Donc, c'est plus… Chez les urologues. Voilà, chez les urologues. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des urologues qui sont passionnés même par le fonctionnement neurologique de la vessie. Il y a même, dans le Haut-Rhin, une de nos collègues qui fait les urodynamiques au centre de réadaptation, qui est urologue. Donc, bien sûr, c'est pas la spécialité qui fait la compétence. On passe un diplôme qui est un diplôme de neuro-urologie à Paris ou ailleurs. Et il y a des médecins urologues qui passent, des médecins rééducateurs, des médecins neurologues, des gynécologues, bien sûr aussi. Donc voilà, ce qui compte, c'est d'avoir cette formation. Très bien. Merci beaucoup. On va appeler le docteur Lanotte pour répondre aux questions sur les poussées. Et donc, je vais lui poser la première question. Voilà, elle me rejoint. Désolé, mais l'écran est petit, donc il faut se partager la place. Et donc, la première question, c'est est-ce que quand on a une sclérose en plaques progressive d'emblée, ce qu'on appelle progressive primaire, est-ce qu'on peut avoir une poussée? Alors, par définition, la forme progressive est une forme où la maladie évolue de manière lentement progressive, c'est vraiment les termes, et il y a peu ou pas de poussée. Donc, on peut avoir des petites poussées, mais c'est souvent, ça s'appelle la forme progressive rémitante, mais la plupart du temps, dans une forme progressive, il n'y a pas de poussée. Merci beaucoup. Et donc, une autre question, est-ce qu'un gros stress peut provoquer une poussée? Ça, c'est une question que vous nous posez très souvent. Alors, il y a les études scientifiques, il y a la réalité. Les études scientifiques montrent que même un stress énorme ne provoque pas de poussée. Il y a des études qui ont été faites sur des militaires américains qui avaient vécu la guerre du Golfe, donc des éléments extrêmement traumatisants, qui ont démontré que ça ne provoquait pas de poussée. En revanche, vous nous expliquez que vous avez déménagé, que vous avez divorcé, que vous aviez une grosse fatigue et que vous avez fait une poussée. En fait, ce qui se passe, c'est que cette concordance est sans doute fortuite. On vous écoutera quand même, on traitera votre poussée, évidemment, si elle se présente. Mais ce n'est pas le stress qui va entraîner la poussée en tant que telle. Oui, je crois qu'on peut compléter peut-être en disant que finalement, le stress crée parfois un phénomène du TOF parce que le stress augmente la température corporelle, peut faire un désordre transitoire. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être bien, comme je dis souvent à mes patients, il vaut mieux être bien dans sa tête pour être bien dans son corps, c'est une évidence. Mais c'est souvent des symptômes déjà préexistants qui réapparaissent et ce n'est pas une vraie poussée. Et on a fait en effet des études avec l'IRM pour voir s'il y avait une nouvelle poussée, en tout cas, une nouvelle inflammation. Et en effet, même dans des circonstances de stress comme ça a été dit, majeures, comme la guerre ou comme la perte d'un enfant, il y a eu des études un peu tordues qui ont été faites dans ces circonstances et il n'y a pas de nouvelles plaques. Il y a une autre question, finalement, quand on a une accumulation de symptômes, à quel moment se manifester par rapport justement à ce qui a été présenté pour la poussée? Oui, il nous était demandé en fait à quel moment appeler, finalement, à quel moment tirer la sonnette d'alarme. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Ce qu'il faut, c'est que vous appreniez à vous connaître. Vous vous connaissez en bonne santé, vous vous découvrez malade, il faut
habiter ce corps malade qui n'est plus en bonne santé, apprendre à faire la part des choses entre des symptômes qui nécessitent d'appeler le médecin et des symptômes sur lesquels c'est pas nécessaire. Donc, le réseau est vraiment là pour ça, c'est-à-dire que les infirmières de coordination que vous pouvez appeler, pas 24 heures sur 24, mais quasiment, sont là pour vous aider. Bien sûr, vous pouvez appeler votre neurologue, mais si vous ne voulez pas le déranger sans arrêt, n'hésitez pas à appeler les infirmières qui vous guideront un petit peu dans cette connaissance de vous-même et dans cette appréciation des symptômes que vous présentez. Et elles vous diront, hein, de toute façon, s'il y a besoin d'appeler le neurologue et s'il y a besoin de s'inquiéter, si vraiment c'est une poussée. Merci beaucoup. Alors, il y a une question là qui est un petit peu à la frontière entre la poussée et les symptômes et les traitements, c'est les douleurs, notamment les douleurs allodiniques. C'est des douleurs où on a finalement une hypersensibilité, des douleurs qui sont liées à certaines fibres nerveuses. Et donc, un des auditeurs posait la question de savoir si ces douleurs allodiniques pouvaient être en rapport avec la sclérose en plaques. Alors, tout type de douleur peut se voir dans la sclérose en plaques, mais on peut avoir une sclérose en plaques et d'autres raisons d'avoir des douleurs. Alors, on parle souvent dans ces douleurs allodiniques de fibromyalgie. C'est un terme qu'on n'aime pas trop en neurologie parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic de fibromyalgie comme on fait un diagnostic de sclérose en plaques à l'aide de l'IRM ou de la ponction lombaire. C'est souvent un diagnostic un peu difficile. C'est des douleurs musculaires au toucher. Mais c'est vraiment difficile souvent de faire la part des choses. On peut avoir des douleurs de type allodinique dans la sclérose en plaques, mais le risque aussi, c'est qu'on a tendance, quand on a une sclérose en plaques, à tout mettre sur le dos de la maladie. Si celle-ci n'évolue pas sur le plan de l'IRM, des autres symptômes, peut-être faut-il chercher autre chose, des causes rhumatologiques, des causes musculaires ou autres. Alors, on a eu des questions aussi sur la partie thérapeutique. Un point important que je n'ai pas abordé, je m'en excuse, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu vraiment de nouveauté, c'est le fameux cannabis thérapeutique. Vous nous posez souvent la question. Je vous avais déjà expliqué lors de précédentes réunions que nous avions un protocole qui est en cours par l'Agence nationale du médicament, l'ANSM. Ce protocole a commencé il y a 18 mois, il va se terminer normalement en fin d'année. C'est un protocole qui teste différentes doses de CBD et de THC, donc les deux composantes du cannabis, avec des doses différentes. Certains patients ne reçoivent que du CBD ou des mélanges CBD-THC, exceptionnellement que du THC. On a été inscrit dans ce protocole, on a même mis un patient. Le problème, c'est qu'on a été très vite confronté à plein de soucis. Les patients n'ont plus le droit de conduire, ils doivent venir tous les mois chercher leurs médicaments, c'est extrêmement compliqué. Bon, l'étude est quand même en cours et les premiers résultats intermédiaires que nous avons eus sont assez encourageants. De là à dire que les autorités de santé vont se mouiller pour rembourser le cannabis thérapeutique, le CBD, il y a un pas qui n'est pas franchi et il faudra voir ce que donnent les résultats définitifs de cette étude, d'autant plus que ce n'est pas une étude contrôlée versus un autre groupe. Tout le monde reçoit des traitements de ce type. Ce que je peux éventuellement vous conseiller en attendant, même si ça a un coût, si vous avez vraiment des douleurs qui sont soulagées par le cannabis, c'est éventuellement d'utiliser le CBD qui est en vente libre dans les parapharmacies ou dans des boutiques spécialisées dans le CBD. Vous pouvez prendre 10 gouttes à 10 ou 20%, essayer pendant quelques semaines. Ça a un coût d'environ 50 à 60 euros par mois. Moi, j'ai un certain nombre de patients qui prennent ça et c'est vrai que c'est plus facile que de participer à ce protocole qui est compliqué. Et donc, il y a une autre question sur les protocoles. Comment on participe à un protocole thérapeutique? Eh bien, le plus logique, c'est de passer par votre neurologue. Les neurologues de l'ensemble de l'Alsace et même des régions à côté savent que l'on a un certain nombre de protocoles pour lesquels vous pouvez être candidat. Ils nous soumettent votre dossier par rapport à votre âge, l'ancienneté de la maladie, les traitements que vous recevez, etc. Et on donne le feu vert si vous êtes éligible pour un protocole. Dans le doute, votre neurologue nous contactera, mais vous pouvez en parler directement avec votre neurologue qui est censé être un petit peu au courant des différents protocoles et quand ils ne sont pas au courant, ils se manifestent à nous. Pour finir, une question un peu technique sur un champignon qui s'appelle Ericeum erinaceus. Un des auditeurs demande si cette piste thérapeutique dans la remédiation semble prometteuse. Alors, il est vrai qu'on a énormément de produits qui sont testés, notamment en laboratoire, sur les modèles animaux pour refabriquer de la myéline. On a eu beaucoup de désillusions. Je vous avoue très humblement que je n'avais pas entendu parler de ce champignon. Comme nous sommes en direct, je me renseignerai. On pourra vous faire une réponse en différé.
ceci étant, j'ai rien contre les champignons, au contraire, je les adore et j'en mange régulièrement. Et blague à part, dans la sclérose en plaques, on a déjà un champignon qui est très connu, qui est le fingolimode, qui est un champignon chinois qui s'appelle le Gilenia. Hein, et ces molécules, donc, on utilise beaucoup le Gilenia, le Ponvory, c'est issu d'un champignon. Donc, c'est la preuve que l'on peut avoir tout à fait des vertus, alors là, plus sur le système immunitaire avec ce champignon, mais intéressantes dans la médecine basée au départ par les plantes. Et donc, pourquoi pas ce fameux Ericeum erinaceus. Vous voyez, j'ai encore du mal à le prononcer, mais on se renseignera et on vous donnera la réponse prochainement. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous dire. Je ne pense pas qu'il y ait de nouvelles questions en régie. Il y avait quelques questions un petit peu techniques, un peu personnelles, donc on y a répondu via le chat. Nous arrivons de toute façon… Ah, il y a encore une question. Est-ce que les problèmes ORL peuvent être liés à une poussée? Alors, il y a une question qu'on va poser au docteur Lanotte, puisque ça concerne la poussée, c'est est-ce que des problèmes ORL peuvent être des signes de poussée? Alors, dans les problèmes ORL, qu'est-ce qu'un problème ORL? Classiquement, dans la sclérose en plaques, les vertiges, les problèmes d'hypoacousie, c'est-à-dire que le fait qu'on entende moins bien, c'est toujours difficile d'affirmer qu'un problème, effectivement, de cette nature est lié à la poussée. Donc, généralement, ça dépend un peu des modes d'installation, ça dépend du type de symptômes. Souvent, on envoie les patients voir un ORL pour nous aider à faire le diagnostic différentiel. On a bien sûr l'IRM, et c'est vrai que parfois, des problèmes ORL peuvent être liés à une poussée. Mais les problèmes ORL sont très fréquents dans la population générale et on peut avoir malheureusement une CEP et des vertiges bénins. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. La névralgie du trijumeau. Alors là, bon, je vais prendre le livre puisque c'est pas vraiment… Si, c'est quand même là, ça peut être une poussée, une névralgie du trijumeau, parce que ça apparaît un jour. C'est quelque chose de très compliqué pour nous neurologues, parce que la névralgie du trijumeau, elle est fréquente dans la population générale. On parle dans ce cas-là de névralgie essentielle. Essentielle, c'est comme quand on dit idiopathique, c'est qu'on ne sait pas. Hein, les idiots, c'est nous dans l'histoire. On ne sait pas d'où ça vient, c'est sans cause en fait, sans cause. Alors on a décrit des petits conflits entre le nerf et des vaisseaux qui passent à côté, mais en fait on ne sait pas très bien pourquoi ce nerf trijumeau, qui est le nerf sensitif de la face, hein, qui peut donner des douleurs extrêmement pénibles, hein, vraiment c'est les pires des douleurs avec les coliques néphrétiques qui sont décrites, donc parfois avec des conduites suicidaires. Donc ces douleurs très vives en gâchette, hein, avec une zone parfois qui déclenche, peuvent se voir dans la population générale indépendamment de la sclérose en plaques. Mais elles se voient aussi dans la sclérose en plaques, mais le plus souvent, à l'IRM, on ne voit pas de plaques visibles sur le nerf trijumeau, ce qui est difficile pour nous de dire si c'est une poussée ou si c'est un phénomène indépendant. Et on a des patients qui ont ça de façon un peu chronique. Et donc, on donne des traitements qui peuvent fonctionner assez bien, mais parfois les traitements ont tendance un petit peu à faire dormir, ne sont pas très bien tolérés. Et on a des mesures plus radicales. Dans ce cas-là, on fait appel à nos centres de la douleur ou aux neurochirurgiens. On peut faire des infiltrations de ce nerf trijumeau. On peut faire des lésions du ganglion de Gasser, qui est le ganglion qui est le point central de ce nerf, et avec des résultats qui sont quand même très intéressants. Donc, parlez-en à votre neurologue, même si on a parfois du mal à savoir si ça agit finalement de façon dépendante ou indépendante de la sclérose en plaques. Les traitements sont finalement les mêmes, donc ça ne change pas grand-chose, et on peut essayer de vous soulager par rapport à ces douleurs qui, encore une fois, sont très pénibles. Voilà, je crois qu'on a fini avec toutes nos questions. On vous remercie, hein, vous étiez plus d'une centaine de participants à ce webinaire qui a toujours beaucoup de succès. Et pour la conclusion, je vais passer la parole au docteur Lanotte, président du réseau Alzacep, qui a quelques échéances à vous faire part, donc quelques dates clés qui vont nous accompagner jusqu'à la fin de cette année 2023. Mais on vous promet un nouveau webinaire eh bien, en 2024, probablement au printemps 2024. Merci beaucoup. Je voulais avant tout remercier Marine Andrès, qui est une patiente experte, comme j'espère que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à faire sa connaissance dans le Bas-Rhin. Elle organise des KOSEP en particulier sur Agno et sur Colmar. C'est grâce à elle en partie qu'on a pu organiser ce webinaire et c'est elle qui s'est chargée de l'aspect technique. Je voulais vous dire que vous m'avez mis en ligne quasiment instantanément 2 questions auxquelles on vous invite à répondre, qui nous aideront à préparer les prochains webinaires. Et je vous incite aussi à nous dire quelles sont les thématiques qui vous intéresseraient, que vous souhaiterez que nous traitions lors du prochain webinaire.
Les prochaines échéances annoncées par M. Dessès, il y en a 3. La première, c'est la Journée mondiale de la sclérose en plaques qui se tiendra cette année sur la place Kléber à Strasbourg, avec une conférence qui aura lieu de 13 à 14 heures à l'Aubette. La thématique retenue cette année, c'est CEP et sport. Et nous serons ensuite présents sur la place Kléber de 14 heures à 18 heures avec diverses animations. Vous aurez toutes les informations que vous pourrez retrouver sur le site d'Alsacep. C'est mercredi prochain. Oui, je n'ai pas dit le 31 mai. Voilà, 31 mai. C'est le 31 mai. Oui, parce que voilà. 13h, c'est bien, mais le 31 mai, c'est mieux. C'est mieux, oui, c'est ça. 13h le 31 mai. Voilà, la seconde échéance, c'est CEP et équitation le 8 juillet à Wolfisheim, donc c'est près de Strasbourg, et vous pourrez vous inscrire en ligne sur le site. La dernière échéance, c'est la réunion patient, enfin grand public, qui se tiendra cette année au Maillon à Vendenheim. Donc là, c'est la journée du samedi 14 octobre, avec des conférences en séance plénière le matin et des ateliers l'après-midi. Et vous aurez là encore toutes les informations disponibles sur le site. Vous trouverez également sur le site, dès demain, le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à en faire la publicité et surtout, dites-nous ce que vous souhaitez qu'on vous explique ou qu'on partage avec vous lors des prochains webinaires. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas. Merci à toute l'équipe d'Alsacep, monsieur et madame Dessès, à Marine et à Solange Perrin qui est venue de Mulhouse pour nous parler des troubles vésico-sphinctériens. Merci à tous et bonne soirée.